Imagine tu es un dev.js random et comme n'importe quel dev, tu utilises npm pour installer tes packages. Donc toi, comme d'habitude, tu fais ton petit npm install, et là, quelques instants plus tard, tu apprends qu'on vient de te voler tous tes ethers, et en plus qu'il y a des hackers qui se sont infiltrés dans l'infra de ton entreprise. Et bien ça peut t'arriver en quelques instants, et je te l'explique tout de suite dans le récap de l'actu cyber de cette semaine. Mais avant cela, et c'est mon dernier appel, car nous sommes dans la dernière semaine du mois de la cybersécurité, alors n'oubliez pas que c'est l'occasion pour vous d'organiser une session de sensibilisation ou tout simplement de partager nos vidéos dans votre entreprise. N'oubliez pas que c'est 95% des cyberattaques qui commencent par une action humaine et que de simples bons réflexes peuvent déjouer de nombreuses attaques. Comme je vous disais en introduction, cette semaine j'aimerais vous parler de ces failles qui concernent certains packages sur NPM, qui ont surtout pour objectif par exemple de vous voler vos clés d'accès à votre portefeuille de crypto-monnaie ou tout simplement d'ajouter des clés SSH dans l'infra de votre entreprise. Le concept de l'attaque, il est assez simple à comprendre. On a d'un côté des attaquants qui codent puis pushent leur package sur le registry NPM officiel dans le but de se faire passer justement pour des packages officiels. Ici le but par exemple c'est de se faire passer pour le package Ether, mais ces packages incorporent du code malicieux qui ont surtout pour objectif d'extraire vos données ou alors tout simplement de récupérer un accès au serveur de votre entreprise. Certains packages s'activent juste après l'installation, alors que d'autres sont prêts à attendre des mois pour activer leur code malicieux, notamment pour déjouer votre méfiance. Alors avant d'installer un package, pensez bien à vérifier ces éléments, donc notamment le développeur, le nombre de téléchargements, mais surtout le repo GitHub associé, pour ne pas installer des packages vérolés sans le vouloir. Si comme moi vous êtes un peu fouillard et que vous avez tendance à un peu détourner les outils de leurs usages, vous avez certainement déjà essayé de faire générer des trucs pas tip top à des IA comme ChatGPT ou Gemini. Si à la sortie de ChatGPT c'était encore assez simple de lui faire générer des scripts pour faire des injections SQL par exemple, c'est vite devenu de plus en plus compliqué, mais compliqué ça veut pas dire impossible. Car cette semaine, et en lien avec le nouveau programme de bug bounty qu'a développé Mozilla sur l'IA générative, un attaquant est parvenu à faire générer justement à ChatGPT des attaques d'injection SQL en utilisant des emojis et des conversions en hexadécimal. Alors si vous ne savez pas quoi faire durant ce long week-end de 3 jours et que vous avez envie de gagner jusqu'à 15 000 $, alors essayez de faire évader ChatGPT de sa prison avec vos prompts et soumettez-les ensuite au bug bounty de Mozilla. Avant de vous reparler un peu de l'énorme data leak qu'a subi Free dont nous avons déjà pu discuter la semaine dernière, j'aimerais un peu discuter du non-data leak qu'a subi Eni. Car en ce moment, Eni est un peu sous les projecteurs depuis que la police italienne a arrêté 4 personnes qui auraient accédé de manière illégale à certaines sources de données, dont celle du fournisseur d'énergie. Sauf que dans le même temps, Eni annonce que c'est pas le cas et que c'était bien eux qui volontairement avaient donné accès à ces données, et donc aux données de leurs clients, dans un cadre qui est un peu flou. Alors est-ce qu'on peut vraiment parler de non-data leak lorsque les clients ne sont pas au courant qu'on vend leurs données à droite à gauche? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Et en attendant, j'aimerais vous reparler de cette énorme data leak qu'a subi Free, où des millions de clients ont vu leurs données fuiter, dont leur IBAN, et ça, c'est plutôt un gros problème. Car oui, c'est maintenant officiel, en plus des 100 000 IBAN qui ont été leaks de manière gratuite par l'attaquant, aujourd'hui la base de données a trouvé preneur pour un montant aux enchères de plus de 175 000 $. Si vous êtes concerné par le data leak, gardez en tête que ce n'est vraiment pas rien, car oui, juste avec votre IBAN, il est possible de réaliser des paiements, de souscrire à des abonnements, voire carrément peut-être de souscrire à des prêts en votre nom. Alors surveillez quasiment constamment votre compte en banque, vérifiez et contestez n'importe quelle opération qui peut vous paraître louche, et surtout mettez en place une liste de débiteurs autorisés sur votre compte. C'est facile à faire, ça prend 3 minutes sur le site de votre compte en banque en ligne et c'est gratuit. De notre côté, on vous prépare une vidéo détaillée pour mieux comprendre les risques liés à la fuite de votre IBAN, comment réagir et comment s'en prémunir, alors restez bien à l'affût de nos prochaines vidéos. Allez, on finit avec des informations plus légères et en dehors de la cyber, car en ce moment, c'est la fin du 3e trimestre et donc ça signifie pour beaucoup d'entreprises la publication de leurs résultats, et autant vous dire qu'il y a quelques surprises. Déjà, nous avons d'un côté la surprise du mauvais bilan de ASML, qui est en dessous de leur espérance, signifiant donc un certain ralentissement dans le monde des semi-conducteurs, qui est pourtant un composant essentiel à la construction des GPU et des CPU. Par contre, du côté de Google, enfin plus précisément de sa société mère Alphabet, on constate une véritable progression par rapport à l'année dernière de plus 15%, notamment boostée par leur offre de cloud computing, mais qui reste en dessous du marché de ses concurrents comme AWS ou Azure. Alors si j'ai décidé de parler de ces deux entreprises, ce n'est pas pour rien, c'est qu'on est face à un problème économique intéressant, car nous avons d'un côté une entreprise en forte baisse et de l'autre une entreprise en forte hausse, alors que cette première entreprise est littéralement la source de matières premières
de la seconde entreprise. Alors je ne suis pas un professionnel de l'économie, mais on a quand même un sacré problème de logique, car si d'un côté la demande en cloud computing explose, c'est quand même très étrange que la demande en semi-conducteurs n'explose pas. Peut-être que Google et de manière générale toutes les entreprises du cloud computing se foutent un peu de notre gueule sur les prix, mais ça serait vraiment pas leur genre. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette bizarrerie ? J'attends votre avis en commentaire. D'ici là, on se retrouve très bientôt dans une autre de nos vidéos, dans l'une de nos formations ou sur nos réseaux sociaux. Salut!